Je m'appelle Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et à l'Institut universitaire de France. Et puis je suis aussi professeur à l'université de Kunming en Chine et de Gdansk en Pologne. Dans les discussions qu'on a eues pendant la table ronde, j'ai essayé de faire valoir le fait qu'on a un lien très fort à notre environnement. Et que ce lien, il existe tout le temps. Donc quand on ne le gère pas, il commence potentiellement à pouvoir dysfonctionner. C'est par exemple le fait qu'on met des métaux lourds dans les eaux du littoral et qu'aujourd'hui on ne peut pas manger du poisson plus de 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on a un risque de s'intoxiquer aux métaux lourds si on en mange plus, alors même que pour la santé, plus de 2 fois par semaine, ce serait pas gênant, ce serait peut-être même mieux. Alors et même pour notre impact, sur les écosystèmes en termes d'alimentation, ce serait peut-être mieux. Voilà, on a un lien aux écosystèmes côtiers, on a un lien au sol agricole. Ah oui, mais dans ces sols agricoles, il y a des pesticides et du coup, l'eau qui en sort et que nous buvons ou alors, les végétaux que nous mangeons venus de ces sols sont contaminés par des résidus de pesticides. Ce lien existe. Maintenant, il faut l'utiliser et voir à la fois qu'on peut gérer ces zones-là différemment. Par exemple, pour remplacer les pesticides, on a aujourd'hui la capacité de restaurer des haies qui empêchent la propagation des maladies. On a la capacité de faire des mélanges variétaux. Même si on veut faire des cultures monospécifiques, on veut continuer à faire de purs champs de blé, on peut mélanger des variétés avec des profils de résistance différents, les pathogènes se distribuent moins bien et donc on a des perspectives pour diminuer les doses de pesticides appliquées. C'est très important ça. Ça veut dire qu'on sait déjà comment on pourrait mieux faire pour qu'en fait, la gestion de ces écosystèmes lointains dont nous sommes finalement dépendants ne nous impacte plus. Et ça, c'est important parce que quand on décrit les catastrophes sanitaires, heu les mêmes mécanismes qui expliquent la catastrophe nous suggèrent comment on pourrait faire mieux. Donc en fait, il y a des façons de mieux gérer notre environnement pour mieux gérer notre santé. La réduction des pesticides, c'est aussi, alors ça c'est complètement inattendu, une façon de réduire les risques de résistance aux antibiotiques des bactéries, car très souvent, les gènes de résistance aux pesticides et de résistance aux antibiotiques circulent ensemble de bactérie en bactérie. Et quand, dans l'environnement, elles sont sélectionnées pour être résistantes aux pesticides, eh bien en autostop, vous avez des gènes de résistance aux antibiotiques qui passent. Et ça tue 3 à 4 000 personnes. Les bactéries résistantes aux antibiotiques tuent 3 à 4 000 Français par an. Donc ça veut dire que pour l'instant, le lien est mortel, mais demain, si on arrive à minorer la place des pesticides dans l'arsenal que nous déployons face aux ennemis des cultures, demain, eh bien, nous avons moins de problèmes de résistance aux antibiotiques dans les bactéries, donc moins de morts. C'est important parce que c'est toujours ce lien qu'on découvre parce qu'il dysfonctionne. On découvre qu'on a des dents parce qu'on a des caries. Et du coup, on se dit, mais tiens, j'aurais pu me brosser les dents. Donc ce lien, il faut le reconstruire de façon à ce qu'il nous fasse du bien et qu'il assure la santé et la longévité des générations suivantes. Comment est-ce que la nature peut nous aider? Il faut comprendre que nous sommes adaptés aux conditions qui nous entourent et finalement, cette fenêtre qui fait que le monde est vivable, elle est construite par l'environnement. Donc nous sommes adaptés à un certain environnement. Si nous changeons cet environnement, nous pouvons être impactés, nous pouvons vivre moins bien, moins longtemps. Si en revanche, nous calculons la trajectoire de l'environnement, nous aidons à ce que l'environnement aille, et c'est notamment l'environnement vivant dans une certaine trajectoire, alors nous pouvons vivre mieux. Il faut comprendre que chaque fois que nous nous éloignons, chaque fois que l'environnement s'éloigne de l'optimum, il faut qu'on corrige en rajoutant des petites pilules avec des vitamines complémentaires, en rajoutant une couche supplémentaire ou un climatiseur. Et finalement, on perd de la souplesse parce qu'on commence à s'entourer de béquilles. Calculer notre lien au vivant de façon optimale, c'est faire en sorte qu'on ait un minimum de choses à faire pour qu'on vive bien et longtemps. Des exemples où la nature nous a aidés, il y en a plein. Il y en a notamment à travers tout ce qu'on a récupéré de l'évolution de ces millions d'années d'optimisation de certaines fonctions. On a par exemple, et ça a sauvé des vies humaines, récupéré des molécules qui permettent à certains champignons de se débarrasser des bactéries compétitrices. Ça s'appelle des antibiotiques. Et ça sauve des vies. Donc on a récupéré ces optimisations du vivant. On a aussi des façons de récupérer certains outils dans la nature pour des activités agricoles. Et là, je pense aux haies, par exemple. Quand on a arraché les haies, par exemple, on ne s'est pas rendu compte qu'elles avaient un rôle pesticide, ou tout au moins qu'elles étaient un écran à la fois physique et à la fois par les oiseaux et les chauves-souris qu'elles abritent contre les insectes. Elles avaient un rôle pour limiter de 85% le flux de maladies d'une parcelle à l'autre. Bon, on les a arrachées à un moment où on avait des pesticides.
Du coup, ben, on a mis une béquille. Cette béquille, elle est dangereuse parce qu'elle abîme l'agriculteur et l'homme. Les pesticides sont pas bons non plus pour nous. Mais quelque part, voilà, une haie, c'était entre autres fonctions, écran contre le vent, écran contre l'érosion, ressources de bois, ressources de fruits, c'était aussi une façon d'empêcher les maladies de passer d'un champ dans l'autre. Nous savons et maintenant, que faisons-nous? Ben, en fait, on sait, mais on ne sait pas utiliser. Les sciences du vivant et les solutions basées sur la nature, c'est-à-dire utiliser les sciences du vivant pour trouver des solutions pour faire aussi bien ou mieux et avec moins d'impact les gestes agricoles, les gestes sanitaires, les gestes sylvicoles, les gestes d'urbanisation ou de gestion du paysage, ce sont des belles au bois dormant. C'est-à-dire que nous avons plein de connaissances, mais nous ne les appliquons pas parce qu'il y a une certaine réticence à penser que le vivant est une solution, parce qu'il y a des habitudes ancrées qui utilisent plutôt du chimique, plutôt du technologique, qui sont aussi des pistes. Mais quelque part, toutes ces connaissances restent des belles au bois dormant. Alors maintenant, on fait quoi? Eh ben, on applique. Et pour appliquer en particulier, on forme mieux la jeunesse, on la forme plus aux sciences du vivant et de l'environnement, de façon à ce qu'elle comprenne nos liens à la nature et comment ces liens peuvent être opérationnels dans notre façon de vivre, de concevoir notre santé, notre production alimentaire, et de façon à ce que cette jeunesse, demain, elle utilise les belles au bois dormant de nos connaissances du vivant. Voilà. Réveiller la belle au bois dormant, c'est ça. Connaître ne suffit pas, il faut agir. Et maintenant, il faut agir avec nos connaissances. Comment inciter les personnes à agir? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a cette formation initiale. Moi, j'ai une casquette de président de la Fédération Biogé qui regroupe le muséum, des académies comme celle de l'agriculture ou des sciences, des sociétés scientifiques, qui est la voix des sciences du vivant en France et qui plaide, bon, au travers de festivals publics, mais aussi de visites au ministère ou de visites de parlementaires, pour qu'on enseigne plus les sciences du vivant aux jeunes et que la présence du vivant commence par un lien direct dès le primaire. Ça, c'est la formation initiale. Et puis, il y a la formation continue. On ne pense jamais assez à la formation continue. Mais dans un monde dont les connaissances, les technologies et les défis évoluent perpétuellement, on a besoin de ça. On a besoin de sécréter de l'information. Et au-delà de cette information, nous avons tous, pour les jeunes ou pour les plus vieux, besoin de sécréter de nouveaux imaginaires. Je me demande des fois si on n'a pas besoin des publicitaires. Bon, moi, la Fédération Biogé que je préside et le laboratoire où je travaille n'en ont pas forcément les moyens, mais il y a des savoir-faire pour communiquer dont nous avons besoin maintenant pour réconcilier cette connaissance dormante avec les citoyens. L'avenir de la relation entre l'homme et la nature, c'est un espèce de clair-obscur. Je ne sais pas très bien où on va. On voit très bien qu'il y a aujourd'hui dans l'actualité des tendances à détricoter l'activité scientifique, à nier ses résultats, à vouloir, à croire qu'on peut plier la réalité en tordant le cou à celui qui la décrit. Ça ne change pas la réalité, hein, ça. Mais en même temps, il y a, et ça va jusque dans les normes européennes qui se détricotent avec la directive Omnibus, des tendances à détricoter des lois environnementales en France, et puis bien sûr en Amérique. Mais il y a un cœur de société, de gens qui, au cœur des entreprises, au cœur de l'enseignement, au cœur de l'agriculture, des gens qui font de l'agriculture bio, de l'agriculture non labourée, au cœur de la sylviculture, les sylvicultures douces, au cœur du droit à l'environnement. Moi, je vois tout ce corpus, toute cette trame de la société qui est en mouvement pour des transitions, qui est en mouvement pour un nouveau lien à la nature et pour un lien plus opérationnel et moins dommageable pour l'homme. Et si ces gens-là, le risque, c'est qu'ils se découragent. Et ils sont un peu dans l'hébétude dans la situation actuelle. Mais si ces gens-là se donnent la main et continuent, ils sont, par leur inertie, la promesse qu'un changement adviendra. Un changement dans notre lien à la nature en particulier. Alors cette édition des Rencontres de la Terre est prodigieuse parce qu'il y a plein de gens qui viennent s'informer, discuter, comprendre, s'interroger. Mais pour une prochaine édition, il y a toujours cette idée qu'il y a tous ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont même pas vu l'objet, qui n'ont même pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui les intéressait. Il y a à aller piocher dans un public qui, pour l'instant, ne nous regarde pas. Et ne regarde pas cet objet. Ça, c'est très difficile. Ça demande peut-être des savoir-faire comme ceux des publicitaires, des savoir-faire de gens qui vont aller chercher des publics qui sont très loin de l'endroit où on voudrait les amener. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on transmet. Et là, je prends ma casquette de nouveau de professeur et de président de la Fédération Biogé qui lutte pour l'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement. Il faut vraiment qu'on s'interroge à savoir si les fondamentaux de demain sont ceux d'hier.
Et il faut vraiment porter ce message, à savoir que le fondamental absolu, c'est que nous sommes vivants. Et il faut arriver à dégager ça parce qu'on ne le réalise pas. Puis après, très rapidement, on s'aperçoit qu'il faut lire, écrire, compter. Ça, c'est clair, sinon on ne saisit pas les enjeux et les objets du vivant. Mais quelque part, il faut remettre ce fondamental au milieu de nos sociétés, qui dépendent étroitement du vivant. Et ça, c'est un changement, une révolution sociologique à faire qui n'est pas aisée, mais auquel les rencontres de la Terre doivent, si elles veulent être utiles, contribuer.